Alors, vous avez beaucoup de chance d'avoir 3 spécialistes de l'entrepreneuriat étudiant sur cette table ronde. Moi, j'ai de la chance parce que c'est mon quotidien d'animer pour les banques populaires cette thématique de l'entrepreneuriat étudiant pour tout le réseau des 12 banques et au niveau national. Et donc, je suis ravi de vous avoir tous les trois ici pour différentes raisons et pour pouvoir éclairer justement en une demi-heure. C'est assez rapide, donc par avance, je suis désolé. Mais c'est assez sympa de vous avoir là et merci d'avance de jouer le jeu. Donc Alain Asquin qui nous a rejoint et donc je vais reprendre mes papiers pour ne pas dire de bêtises puisque au niveau des intitulés, je ne suis pas encore un hyper spécialiste. Donc vous êtes chercheur en sciences de gestion, enseignant-chercheur, ancien vice-président entrepreneuriat et expérimentation à Lyon 3. Ancien directeur de Pépite Belize, donc Lyon également, et vous avez été nommé en juin dernier délégué ministériel à l'entrepreneuriat étudiant. Donc merci d'être là. Pascal Corbel, merci aussi de nous avoir rejoints. Vous êtes également enseignant-chercheur en sciences de gestion. T'inquiète pas Clara, c'est pas grave, moi non plus je ne le suis pas, ça va bien se passer. Vous êtes un ancien référent aussi entrepreneur étudiant au niveau de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Puis à Paris Sud, coordinateur du Pépite, co-coordinateur, d'après ce que j'ai compris, à Saclay, et au niveau de la vice-présidence aussi des relations entreprises et formation tout au long de la vie, et qui inclut l'entrepreneuriat étudiant, entre autres. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, d'avoir ces trois niveaux, ces 3 expertises. Donc diplômé d'un master de management entrepreneuriat à l'EDC Paris Business School, tu as développé ton projet en 2017-2018 avec Florent Ménard, en passant par le Pépite Pont. Et tu as eu plein de prix, donc au niveau national Île-de-France, au niveau du Pépite Challenge également. Et tu es une spécialiste aussi de Station F, puisque tu as été incubé et suivi là-bas, en fait, au niveau de Pépite Starter. Puis après, c'est L'Oréal qui t'a choisi pour un programme d'accompagnement. Et en ce moment, donc, tu es suivi par LVMH. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et donc, je reviens à vous, Alain, pour peut-être un état de l'art rapide sur l'entrepreneuriat étudiant, Pépite et plus que Pépite, sur la sensibilisation et tout ce qui s'ensuit avec les développements récents, les annonces qui ont été faites par Madame la Ministre. Et tous en 6 minutes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, bonjour à tous. D'abord, un point fondamental, on est là en sciences de gestion, mais sachez qu'il y a beaucoup de spécialités différentes. On est un petit peu sur un microcosme gestionnaire, mais il y a quand même bien d'autres spécialités des universitaires et des grandes écoles qui sont présentes dans les initiatives sur l'entrepreneuriat. Un point d'abord, pourquoi les établissements d'enseignement supérieur s'intéressent à l'entrepreneuriat? Ce n'est pas pour créer des entreprises. On n'est pas là d'abord pour créer de l'activité économique, ce n'est pas nos missions fondamentales, on est là pour les étudiants et leur formation et leur insertion professionnelle. Il se trouve que l'entrepreneuriat est un contexte particulièrement dense, intense, riche, pour que les étudiants, se confrontant à ces problématiques qu'ils ont à traiter dans le cadre de contextes concrets pour eux, qui peut être des challenges créatifs, comme ça peut être aussi des projets à mener pour les entreprises, comme ça peut être à un moment donné aussi leur propre projet de création, ils vont d'abord se former. Donc première chose, l'enseignement supérieur s'occupe des jeunes qui ont un appétit créatif et entrepreneurial. On ne dit pas d'abord montre-moi ton projet comme il est beau pour que je t'aide, mais montre-moi qui tu es pour qu'on puisse t'accompagner. Donc notre légitimité elle est foncièrement sur l'étudiante, qui va se former à travers un contexte entrepreneurial. Et si il arrive qu'il crée des activités, et en l'occurrence des activités avec beaucoup de succès, c'est parfait, c'est super, mais ce n'est pas la première intention. Néanmoins, on pouvait considérer dans les années 2010, il y a eu un projet sur les pôle étudiants-entrepreneurs qui avait été initié, qui avait peut-être un manque de dynamique au niveau de la population étudiante autour de ces contextes entrepreneuriaux. Il y a des assises qui ont été faites, pardonnez-moi pour ceux d'entre vous qui connaissez un peu cette histoire, mais je la recadre pour l'ensemble de l'assistance, des assises qui ont été faites sur pourquoi il y a peut-être ce manque de dynamique, et en interrogeant à la fois les enseignants-chercheurs, des équipes présidentielles, etc., mais également des étudiants, c'était plus important. Et on a compris que ce n'était pas tellement qu'il y avait moins d'étudiants avec des velléités entrepreneuriales que des contextes qui étaient plutôt défavorables, aussi des discours qui étaient plutôt des discours qui disaient bon, écoute, d'abord passe tes études, fais d'abord ce qu'il y a à faire, et puis même la famille pouvait aussi considérer que alors, on fait des efforts pour que tu puisses faire tes études, maintenant voilà, transforme en emploi, etc. Il fallait donc réélargir la question de l'insertion professionnelle. L'emploi peut venir de plein de façons différentes et l'entrepreneuriat peut être un exhausteur de compétences. Donc 2014 donc, est devenu une politique qui a consisté à dynamiser l'entrepreneuriat étudiant dans l'ensemble des territoires,
au travers notamment de la création, c'est pas que ça, mais c'est aussi la création d'un réseau de pôles en charge de ces questions d'entrepreneuriat et d'innovation, de comportement innovant, qui s'appelle le pôle des pépites. Il y en a 32 maintenant en métropole et territoire d'outre-mer. Et globalement, ce sont des bases de compétences et d'expertise pour accompagner, bien sûr, les étudiants, mais aussi les établissements qui développent leurs propres propositions d'entrepreneuriat. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, parfois, quand on fait de l'accompagnement, c'est très chronophage et ça demande beaucoup de ressources humaines. Et bien, les pôles pépites peuvent être aussi des solutions pour fédérer des professionnels, les faire intervenir auprès des étudiants, faire de la médiation, voilà, et faciliter le développement de l'entrepreneuriat, et surtout ne pas faire à la place des établissements. Quelques éléments clés de cette politique, c'est notamment la création d'un statut, qui est un statut unique au monde à l'époque, et donc il est en train de se diffuser, qu'on est en train de développer dans différents pays qui le souhaitent, qui s'appelle le statut d'étudiant entrepreneur, qui donne des prérogatives. Et comme on parle beaucoup de stages ici aujourd'hui, ça permet notamment, parmi les différentes prérogatives, de pouvoir demander en tant qu'étudiant de passer son stage de professionnalisation sur une intention entrepreneuriale. Ça peut être la création d'une activité, mais ça peut être aussi une association qu'on veut développer au sein de son université qui nécessite, parce qu'il faut passer un temps plein à développer un nouveau modèle d'action, etc., et d'enrôlement d'acteurs, se dire, je passe 6 mois avec l'appui du pôle Pépite sur mon projet associatif. Voilà, donc il y a beaucoup de formats. Parfois, on réduit trop à la création d'une entreprise pour soi-même. Parfois, c'est non, je vais apprendre en agissant pour le collectif. Là, c'est un exemple, et puis je pourrais bien sûr développer si vous avez des questions tout à l'heure. Ces pôles sont beaucoup développés depuis 6 ans, un gros volume d'activité. Ce qui a été intéressant, c'est que ça a fédéré, parfois dans les établissements, des gens qui étaient un peu isolés, qui étaient 2-3 profs d'entrepreneuriat, des gens concernés par ces sujets, mais quand vous les mettez tous ensemble à l'échelle d'un territoire, ça devient une force de frappe, très concernée, très engagée. Et là, ça a transformé les choses. Très clairement, ça a été vraiment une très très belle réussite. Et puis pour nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, une satisfaction. Ça a pris beaucoup d'ampleur, vous l'avez dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat. Néanmoins, il faut passer un cap. Là, la ministre a lancé un plan, et je termine en 2 petites minutes, un plan qui s'appelle le plan Esprit d'entreprendre, qui consiste à dire, on a fait la preuve de concept dans notre jargon, on a montré que ça fonctionnait et qu'il n'y avait plus de tabou autour de l'esprit, de l'entrepreneuriat dans les établissements d'enseignement supérieur. Tout le monde a bien compris qu'on formait par l'entrepreneuriat et qu'on n'était pas des chambres de commerce avec un faux nez. Donc tout ça, ceci étant entendu, il faut peut-être aller plus loin et passer de la création d'entreprises, qui reste quand même le modèle dominant, ou l'archétype, même quand les journalistes nous interrogent, et combien d'entreprises créées, combien d'emplois, combien de levées de fonds, parce qu'ils résument, c'est normal, hein, c'est aussi la manière de parler rapidement aux gens et d'avoir dans des papiers qui sont parfois courts, des choses synthétiques. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe de rendre compte d'une très grande diversité d'engagement et de formation par l'entrepreneuriat, non pas à, mais par l'entrepreneuriat. Et là, en l'occurrence, la ministre nous dit, écoutez, maintenant, je veux absolument qu'on insiste sur l'esprit d'entreprendre. Donc le plan qu'elle a annoncé le 2 mai, sur l'esprit d'entreprendre, consiste à dire, allez nous chercher tous les étudiants qui ont envie de travailler sur leur posture, leur esprit créatif, leur esprit d'initiative, montrez-leur que l'attitude est une première des conditions de l'acquisition de compétences nouvelles, créons-leur des contextes stimulants, parce que ce qui est fort en entrepreneuriat, pourquoi parfois des gens viennent à l'entrepreneuriat, c'est moins pour le projet ou l'idée, mais pour le contexte concret. Mode projet, transdisciplinaire, assez stimulant, créatif, on va les valoriser beaucoup. Et on a beau faire notre génération, et on l'aurait aimé à notre époque également, mais on a une population qui est quand même ravie de pouvoir travailler comme ça. Et donc, on va vraiment chercher les étudiants sur cette phase qui va dire, écoutez, même si vous ne créez pas d'activité, association ou entreprise, vous serez entreprenant dans les emplois que vous allez occuper. Et les entreprises nous demandent ces formations complémentaires qu'on appelle soft skills, peut-être de manière un peu vague pour dire, voilà, on met un peu tout le reste. Mais en fait, c'est sa manière d'être, ses attitudes, ses initiatives, surtout cette capacité d'agir en incertitude, cette capacité à prendre une initiative à titre personnel, d'être toujours en mode projet, de travailler sur les finalités. Ce sont plein de choses qu'on travaille en entrepreneuriat. Et les entreprises que je côtoie beaucoup me disent, c'est super, on les attend, mais c'est déconcertant, on ne sait pas comment les gérer. Et donc, on doit aussi accompagner les entreprises qui sont assez intéressées par ce nouveau profil à être capables de les manager, parce que finalement, on a des entrepreneurs qui viennent dans les entreprises, et bien l'entrepreneur, ça ne se gère pas tellement comme un salarié classique. Donc notre projet était aussi d'accompagner ça, et y compris en formation tout au long de la vie maintenant, puisqu'on s'intéresse évidemment à la reconversion, pour amener des gens qui cherchent à changer de job. On parle beaucoup des jeunes, mais on voit bien que notre mission d'université va aller vers aussi ceux qui s'intéressent à cette transformation, ils veulent en être. Ouais. Voilà. J'étais trop long, évidemment, mais non, c'est parfait. J'ai essayé de parler assez vite pourtant. Merci beaucoup. C'est génial. Et donc, dans l'acquisition de soft skills, donc dans le learning by doing, au niveau local, comment est-ce que ça peut se traduire au niveau de Paris Sud, M. Corbel ? Alors, je vais peut-être illustrer, alors excusez-moi par avance, sur un petit côté catalogue, mais je pense que c'est une illustration assez concrète de ce qui a été évoqué avant, parce qu'on va retrouver les principales étapes qui ont été évoquées. Donc,
Voilà, comme il y a plusieurs niveaux, effectivement, j'ai demandé à ce qu'on ait... Vaut peut-être mieux... Non, il n'y a pas de... Oui. Oui, il y a une slide qui est... Il vaut je sais mieux pas que si je c'est moi qui dois contrôle appuyer sur le bouton ou l'animation pas. parce que ça rythme un petit peu la présentation. Je sais pas si on peut la projeter de là-haut aussi. Non. Bon. Bon, oui, mais on a le retour ici. Il faudrait juste qu'en régie... Oui. De toute façon, Bon, c'est pas grave, on est chez nous, on va couper au montage. Si on peut voir la projection, parce que... Sinon, je vais commencer hein, de toute façon, mais c'est vrai que j'avais un peu compté ça là-dessus pour structurer la présentation. Non, Je pense que c'est un exemple d'une université, hein, qui est une université très scientifique dure en dominante, dans lesquelles, je dirais, il y a 15 ans, il y avait vraiment pas grand-chose, sinon quelques personnes ici ou là qui s'intéressaient à l'entrepreneuriat en général et à l'entrepreneuriat étudiant en particulier, et où finalement on a profité un petit peu des différents éléments qui ont été évoqués pour mettre en place progressivement un certain nombre de choses. Alors effectivement, hein, Alain l'a indiqué, la première étape a été la création des pôles entrepreneuriat étudiant. Donc on a eu un pôle entrepreneuriat étudiant Paris-Saclay, avec en plus le côté intéressant d'avoir à côté des écoles d'ingénieurs, par exemple, qui déjà à l'époque étaient un peu plus avancées que nous sur ces questions-là. Alors on a créé un rallye entrepreneuriat étudiant, c'est vraiment pour la sensibilisation, une journée entrepreneuriat étudiant. Je vais passer vite et pas décrire en détail chaque élément, mais je pourrais y revenir si vous le souhaitez dans les questions. Au niveau de l'université, on a créé une formation qui est assez symptomatique, je dirais, de la façon dont c'était vu à l'époque, hein, puisque ça mélangeait un petit peu entrepreneuriat et connaissance de l'entreprise, fréquenté essentiellement par des étudiants de la faculté des sciences et de pharmacie qui voyaient juste les premiers éléments sur l'entreprise qu'ils connaissaient si mal. Et puis, à l'inverse, des diplômes spécialisés, donc management des organisations entrepreneuriat, qui est un classique hein, qu'on trouve dans beaucoup d'universités, à l'IUT de Sceaux. Et puis, on a une école d'ingénieurs internes, comme beaucoup d'universités. Donc là, par contre, un partenariat avec une filière innovation entrepreneur de l'Institut d'Optique Graduate School, qui, elle, est assez avancée à ce niveau-là. Et puis, des premières initiatives, des conférences, challenges, à l'IUT de Sceaux encore. Et puis peu à peu, Alain l'a évoqué aussi, l'apparition de projets collectifs dans les formations. N'importe quel type de formation, toutes les composantes, et certaines demandant à ce qu'il y ait une dimension entrepreneuriale dans les projets. Et puis, il y a eu les pépites, donc apparition du pépite PEPS, hein, on avait gardé la même sonorité. Alors vous voyez que le rallye a assez vite disparu. Vous allez voir que les actions vont avoir tendance à basculer un peu de l'amont vers l'aval. On a gardé la journée étudiant entrepreneur, est apparu le diplôme étudiant entrepreneur, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Je ne sais plus où je suis dans mon... Voilà, les concours régionaux, enfin nationaux d'abord, puis régionaux. On a ajouté quelques éléments. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est sur du travail en groupe projet. Alors là, en l'occurrence, en résidentiel avec l'Innovation Summer Camp. Puis des challenges. Voilà, où là, on prend des vrais projets de création d'entreprise et on a une phase d'accélération sur quelques semaines avec conférences, ateliers, etc. Et puis un petit concours, évidemment, au bout du compte. Puis la prise en charge également de nos étudiants entrepreneurs, enfin de ceux qui ont un projet, pas forcément ceux qui ont le statut, mais qui ont un projet de création d'entreprise à travers des entretiens de conseils. Un observatoire, donc, dont l'idée date d'il y a quelques années et qui se met vraiment en œuvre maintenant. Je pense qu'il est important parce que c'est aussi un moyen d'impliquer les enseignants-chercheurs hein, dans ce type de dispositif, c'est-à-dire que là, on mêle les indicateurs, il y a un élément important dans l'appel à projet là, du ministère, la recherche et une partie communication.
Ah oui, voilà. Formation pour spécifique pour les docteurs, un dispositif sur l'Île-de-France qui permet à certains étudiants de suivre un programme School Lab à Station F. Et puis, alors, notre DU dit 3E, Esprit d'entreprendre et entrepreneuriat, comme quoi, a été remplacé. Alors, il n'y a pas eu de blanc entre les deux, hein, mais par un ensemble de DU, vraiment centré sur l'entrepreneuriat, donc entrepreneuriat en général, création et développement de start-up innovantes, compte tenu du contexte du plateau de Saclay, ça s'imposait, entrepreneuriat, droit et digital. Alain évoquait le fait qu'il n'y avait pas que des enseignants-chercheurs en sciences de gestion, mais typiquement dans ces DU, et notamment le DU-EDD, on a impliqué certains juristes fortement, ils sont même à l'initiative du DU-EDD. Et puis un DU intrapreneuriat, qui illustre bien aussi le fait que les profils entrepreneuriaux, ce n'est pas uniquement pour créer des entreprises, mais aussi dans les emplois en général. Donc, là encore, c'est le dernier élément, je vous rassure, mais l'idée, c'était de montrer un petit peu comment progressivement on avait comblé les vides. Hein, donc là, un M2, entrepreneuriat et management de projets innovants, qui peut être suivi à distance. Voilà. Et j'ajoute juste, parce que je l'ai tout simplement oublié, mais pour faire le lien avec la fin de la conférence précédente, qu'actuellement, nous essayons aussi de créer un réseau des alumni entrepreneurs issus de l'Université de Paris-Sud. Nous sommes aperçus, par exemple, que 3 de nos diplômés étaient des cofondateurs d'entreprises du Next 40. Voilà. C'est très important. On a vu que les générations Y et Z aussi fonctionnent beaucoup par appairage aussi et par reconnaissance des pairs. Donc c'est très important. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'imprégnation dans les territoires. Clara, donc toi, tu as créé ton opportunité avec Florian en 2017-2018, les débuts avec Pépite Pont. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ton projet, ce que tu as créé, Beauty Glue, et puis ce que ça t'a apporté en quelques mots? Alors bonjour à tous. Pour vous expliquer un petit peu le concept de Beauty Glue, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 22 millions de femmes en Europe qui placent leurs cosmétiques au réfrigérateur. Donc 20% des femmes, une femme sur 5. Il y a de plus en plus de marques de cosmétiques également qui recommandent le réfrigérateur pour les produits de beauté. Le problème, c'est que le réfrigérateur, c'est pas adapté. Il y a une température qui est trop basse et qui va dénaturer le produit cosmétique. Il y a un risque de contamination croisée avec les bactéries alimentaires. Et puis, c'est pas pratique puisque personne n'a de frigo dans sa salle de bain. Donc nous, chez Beauty Glue, on a pour ambition de préserver la beauté de chaque individu et on a développé un coffret beauté réfrigéré qui est spécifiquement conçu pour les cosmétiques. Donc c'est la petite vidéo que vous voyez tourner tout à l'heure pendant qu'Alexandre était en train de parler. En fait, c'était censé tourner maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un véritable booster d'efficacité et de sensorialité. Donc pour la petite histoire, en fait, moi j'ai eu l'idée de Beauty Glue, j'étais encore à l'école. Donc j'étais à l'EDC. Je me dis, allez hop, c'est bon, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale. Du coup, je décide d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur, donc avec Pépite Pont. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée parce que quand on est jeune, on est très agile, on a plein d'idées, mais c'est vrai qu'il faut qu'on puisse se structurer, il nous faut des ressources. Et c'est vraiment ce que m'a apporté Pépite. J'avais des mentors aussi qui me permettaient d'avoir un petit regard extérieur de temps en temps. C'est toujours bon quand on est un entrepreneur et qu'on a la tête dans le guidon. J'ai aussi eu pas mal de cours théoriques, que ce soit de l'anglais, des cours sur les droits des contrats, le droit des sociétés. Donc j'ai eu pas mal de cours pour vraiment me former à l'entrepreneuriat, même si ma formation initiale m'avait déjà formée à l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça permet aussi de se construire un petit peu son premier réseau, parce que quand on est jeune et qu'on se lance, c'est vrai que le réseau, c'est vraiment essentiel pour un entrepreneur et on n'a pas forcément un réseau aussi large qu'une personne qui se lance et qui est beaucoup plus âgée qu'un jeune. Et puis aussi, j'ai rencontré des personnes formidables comme Alexandre. Voilà. J'ai pu rencontrer aussi Henri Lachmann, qui est l'ancien PDG de Schneider Electric et qui nous accompagne maintenant beaucoup et qui nous a vraiment beaucoup aidés. Ou encore Vincent Cochu, qui n'est pas là aujourd'hui, mais de la Banque Populaire et qui nous a aussi accompagnés sur les ressources un peu plus financières. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a aussi besoin d'argent pour avancer et se développer. Et puis aussi Station F.
Pépite Pont m'a permis d'accéder à Station F, donc le plus grand campus de start-up au monde, créé par Xavier Niel et qui est à 10 minutes à pied d'ici. Et c'est vrai que ça a été une opportunité incroyable parce qu'on a pu bénéficier d'un écosystème entrepreneurial vraiment extraordinaire. Et puis, ça nous a donné une impulsion pour aller derrière être accéléré par d'autres programmes comme L'Oréal ou LVMH aujourd'hui, avec lesquels on est en train de faire du business avec les maisons du groupe. Donc voilà, je remercie vivement le dispositif qui a été mis en place. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'évolutions qui avaient été apportées par rapport à 2017-2018, donc c'est très bien. Et puis voilà, un petit mot aussi. Depuis hier, on a lancé les précommandes du coffret beauté réfrigéré. Donc si vous voulez aller sur beautyglue.fr et vous voulez sublimer votre beauté et vos cosmétiques, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà graphiquement à quoi ressemble le coffret. Et effectivement, on propose, depuis hier, c'est ça, la possibilité d'aller en ligne le précommander. Très bien. Je vais vous demander de faire un petit exercice synthétique, peut-être en 2 minutes, on va dire. Peut-être le mot de chacun son mot de la fin, si ça vous va. C'est-à-dire qu'au niveau du timing, où est François ? Ça va ? Bon, on peut prendre des questions et on essaiera d'apporter des réponses. Alors, les 10 minutes, on est super large. Est-ce que vous avez des questions pour nos spécialistes ? Bonjour, Frédéric Buil, école d'ingénieurs de Subbiotech. J'ai une question. Alors, on a pas mal d'étudiants dans notre école qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et l'année dernière, on a testé effectivement un stage dans le cadre de l'ingénieur entrepreneur, enfin l'étudiant entrepreneur. Par contre, donc ils étaient adossés à une pépite qui était à Paris-Saclay, je crois. Et comment l'étudiant sait vers quelle pépite il peut se tourner ? Et est-ce que les pépites sont forcément au niveau des universités ? Je ne connais pas très bien. Si vous pouvez m'apporter un éclaircissement là-dessus. Bien sûr, les pépites ont une vocation territoriale, donc ils ne sont pas attachés spécifiquement à une université. Ils gèrent un territoire, on va dire, pour faire simple, jusqu'à là, c'est plus ou moins l'académie, et parfois les pépites ont une couverture régionale. Donc en gros, ça veut dire que l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur sont couverts par le pépite. Parfois sur le plan administratif, il est raccroché à la commune lorsqu'elle existe encore. Et puis là, on sait bien qu'il y a une évolution sur les communes, donc il y a des solutions qui sont en train d'être réfléchies pour les héberger. Ces pépites, parfois, les pépites peuvent être hébergées dans un établissement parce que c'est plus commode dans un établissement, mais il a bien toujours une dimension territoriale. Il n'est pas exclusif à l'établissement qui l'héberge, par exemple. La politique est bien nationale, de couvrir le besoin des étudiants entrepreneurs au sens large, où qu'ils soient sur le territoire. On a des progrès à faire, notamment sur les territoires distants, sur les petites villes universitaires. On est ici, bien sûr, concerné par ces questions. On a des villes qui ont des compétences universitaires et parfois n'ont pas les infrastructures pour accompagner des jeunes qui ont des souhaits d'entrepreneuriat. On s'y emploie, on va travailler sur pas mal de dispositifs pour faire en sorte que maintenant qu'on a bien établi la politique et un maillage assez robuste, on puisse resserrer les mailles du filet pour ne pas laisser d'étudiants sans prise en charge. Donc, pour votre question, d'abord, ça veut dire que les étudiants sont adossés au pépites. Le pépite doit les accompagner pour, d'abord, pardonnez-moi, vous avez dit comment on sait à quel pépite ça s'adressait. En fait, très simplement, par rapport à sa résidence, là où il est étudiant. Parfois, il y a des étudiants qui disent « moi, je suis dans cette école, mais en fait, je suis d'un autre territoire. Je suis venu faire mon école ici parce que c'est la meilleure, mais moi, en fait, j'habite de l'autre côté de la France et je veux entreprendre là-bas. » Donc, ce qu'on lui dit, par exemple, c'est si tu fais ton stage d'application dans ta ville natale, eh bien, vas-y et le pépite local te prendra en charge. L'idée, c'est de toujours être accompagné par le pépite dans lequel on va développer son activité, si tant est qu'on crée une activité. Maintenant, si on est dans le pépite en termes d'apprentissage et sur le côté plutôt universitaire, c'est mieux d'être dans le pépite, on fait ses études. Et on est très souple, on est en train de mettre en place un petit truc tout simple, un passeport. Il n'y a pas besoin de passeport, on est en France, mais un passeport qui est en fait, ça porte le pédigré, en gros l'expérience du jeune. S'il change de territoire, ben celui qui l'accueille sait ce qu'il a fait et comment le prendre en charge. En fait. Voilà, il a un peu les éléments de son parcours. Je rajouterais juste peut-être que ça peut être un plus pour votre école de s'affilier formellement à un pépite. Si je prends la manière dont on fonctionne, nous, on va prendre un certain nombre d'étudiants en dehors de l'ancienne commune Université Paris-Saclay,
et en dehors de nos membres, parce que c'est notre devoir national et on sait qu'on doit tous le faire, mais il y a quand même un regard un peu différent porté sur les dossiers des établissements qui nous sont affiliés. Mais sachant qu'après, l'affiliation n'est effectivement pas liée à la commu, qui de toute façon chez nous voilà, n'est plus ça va être une des complications dans les mois à venir. Mais par exemple, chez nous, on a l'ESTACA, qui est une école qui n'est pas membre de l'Université Paris-Saclay, qui n'a jamais été membre de la commune, mais qui est membre du PEPIT à part entière. Donc, il est tout à fait possible de vous adresser au PEPIT le plus proche géographiquement et de demander les conditions d'affiliation. Ce sont des structures par nature ouvertes. Du coup, Clara, toi, comment tu as entendu parler du PEPIT parce que c'était relativement récent quand toi, tu t'es lancé. Oui, en fait, j'ai entendu parler du PEPIT grâce à mon école. Donc, en fait, je pense que du coup, mon école était affiliée à Pépite Pont et c'est mon école qui m'a recommandé de me rapprocher de Pépite Pont qui a fait la mise en relation pour faciliter en fait, l'intégration au PEPIT. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques, idées ? Projet innovant, non? Non, écoutez, on va vous laisser. Ah, pardon. Sur ce qu'a dit Clara, alors, juste un dernier rebond sur ce que vient de dire Clara. Un des critères de succès, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, en parlant de tout le parcours des étudiants, c'est l'accompagnement. On est en train de promouvoir auprès des établissements la création d'une mission, d'une fonction qui est le référent entrepreneuriat dans les établissements. Il en faut un par établissement, mais encore mieux un par composante. En fait, c'est la personne qui est capable de parler auprès du responsable de diplôme que cette jeune femme veut créer. Ce serait bien qu'elle puisse faire sa mission professionnelle sur son projet. Il va lui montrer que, évidemment, c'est pertinent par rapport au cursus d'études. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait de plus en plus ces référents, qu'ils soient aussi les partenaires des PEPIT. Donc, d'où l'idée que l'école soit elle-même adhérente. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que prendre en charge les jeunes, on discute, on partage de la connaissance, on s'entraide. Et on peut faire des opérations chez l'un ou chez l'autre. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ce réseau, on le promeut, on le fait notamment auprès des différentes grandes conférences. On leur dit, poussez cette idée-là. On aimerait aussi qu'il y ait cet intérêt au référentiel enseignant. Pour s'en trouver qui est enseignant, vous savez que c'est intéressant aussi que ce temps passé soit aussi pris en compte d'une manière ou d'une autre dans votre travail. Parce qu'en fait, on fait beaucoup de choses qui s'ajoutent les unes après les autres. C'est bien à un moment donné de pouvoir le repérer et le qualifier. Et ensuite, on va aussi créer une communauté. C'est-à-dire, c'est très... il faut animer, c'est un travail. Quand on crée comme ça une fonction, il faut l'animer, il faut que les gens se rencontrent, qu'ils voient les pédagogies créatives, qu'ils les importent chez eux, qu'ils s'entraident, etc. C'est extrêmement stimulant, très intéressant. Et une fois par an, on va réunir tous ceux qui le pourront, de ces référents. Dans un temps fort, on va faire une sorte de temps fort de formation et d'échange d'expérience autour de tous ces référents, parce qu'on veut que cette fonction soit renforcée en compétences et qu'elle soit maintenant un standard de tous les établissements d'enseignement supérieur. C'est la seule condition qu'on pourra rendre durable notre engagement sur l'entrepreneuriat étudiant. Ouais, merci. Je trouve très intéressant ce que vous dites sur ce statut, parce qu'effectivement, ça manque et on voit que... on a eu des pionniers qui se sont emparés de l'entrepreneuriat étudiant et ça a souvent fonctionné sur quelques personnes qui se sont épuisées ces dernières années. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous avez des infos en première exclusivité, peut-être sur la semaine entrepreneuriat qu'il faudrait monter dans nos établissements pour la rentrée prochaine? Merci beaucoup. On se connaît pas, mais on a une super... Alors, merci. L'idée, c'est que la ministre veut aussi créer un temps fort. Il se passe beaucoup de choses. Pascal a montré, il faut très attention ton schéma, parce que tu montres l'évolution d'un dispositif qui est vivant, en fait. Et en fait, il y a beaucoup d'événements, de challenges, et parfois certains diront, mais c'est plus lisible, on ne sait plus ce qui se passe, il y a trop de choses. Alors, je pense qu'il n'y en a jamais trop, du moment que c'est bien articulé. Par contre, à un moment donné, un peu, où l'ensemble, au niveau national, l'ensemble des établissements vont générer des initiatives autour de l'entrepreneuriat. Ce sera la dernière semaine du mois de septembre, où notamment, dans cette dernière semaine, on va remettre, il y a le prix Pépite. Les prix Pépites sont des prix en région, puis après il y a le prix national. Donc ces prix en région seront remis pendant cette semaine, probablement le jeudi, c'est assez précis. Dernière semaine de septembre, le jeudi, il y a le prix Pépite. On va réunir un peu tout l'écosystème entrepreneurial autour des universités, des écoles, etc. Et puis faire une sorte de célébration autour de ça. Et puis, dans la semaine avant, il y aura eu un tas d'initiatives qui auront été prises, des séances de créativité, des rencontres dans les entreprises, des entrepreneurs emblématiques qui viennent parler, enfin un certain nombre de choses.
Et on va en particulier donner la main aux associations étudiantes qui s'engagent sur l'entrepreneuriat. Ils ont très très bien compris ce que ça pouvait apporter aussi. On va leur dire, voilà, prenez une initiative, on va peut-être vous aider matériellement à payer un peu de matériel, etc. Pour prendre l'initiative. Et puis donc pendant le lundi, mardi, mercredi, on va avoir un tas de choses qui vont naître. Et puis tout ça va converger vers le jeudi, qui sera un peu le pic, un peu l'événement de célébration de tout ce qui aura été fait. Un côté un peu festival, un côté, voilà, il faut que ça pétille. Et l'idée sera un peu le temps de la rentrée où les nouveaux étudiants qui arrivent, parfois un peu perdus en arrivant à l'université ou à l'école, il y a un moment donné super convivial, des événements assez agréables. Et ils rentrent dans la barque assez vite. Et derrière, ils peuvent déjà, fin septembre, s'inscrire pour des options, des séminaires, etc., qui vont venir juste derrière, voire pour le deuxième semestre. C'est un moment où on peut vraiment leur parler et leur faire connaître toute la richesse des dispositifs. Donc voilà, on va essayer de fédérer toutes nos ressources. Ça n'enlève pas l'idée de faire plein de choses dans le reste de l'année, mais si on peut mettre un temps fort à ce moment-là, fin septembre, c'est parfait. Et puis les lauréats Pépites se retrouvent ensuite par région au prix Pépites France, qui se fait pendant le BIG, qui est l'événement fait par BPI, généralement à ce qu'on appelait anciennement Bercy dans ma génération, mais c'est l'Accor Hotel Arena, il faut mettre des marques maintenant partout. Voilà, c'est un grand événement où ils sont célébrés aussi pour leur prix. Merci de la perche. Merci. Si je peux me permettre de poser également une question en tant que délégué général de l'Association des villes universitaires de France. Les villes universitaires de France, sur la carte, vous avez vu, c'est 82 villes. Alors bien sûr, il y a les métropoles, il y a les grandes villes universitaires où il y a des grandes écoles, des universités, mais c'est aussi des collectivités plus éloignées, vous les avez évoquées tout à l'heure. Et donc, je me demande, finalement, ces villes, en particulier des villes moyennes, je sais qu'il y en a quelques-unes dans la salle, je citerai par exemple Sarreguemines ou La Roche-sur-Yon qui sont avec nous aujourd'hui, se disent mais finalement ces dispositifs qui ne sont pas plutôt faits pour les métropoles, est-ce que nous aussi on a droit finalement d'avoir des dispositifs qui permettraient d'accompagner des étudiants, soit qui sont en cursus sur le territoire, soit des jeunes qui, comme Pierre ce matin, ont commencé leur DUT à Saint-Nazaire pour ensuite poursuivre leur cursus à Caen ou La Rochelle et qui à un moment donné peut-être avoir un projet que la collectivité pourrait accompagner? Alors oui, c'est une de nos missions, il faut qu'on la réussisse, elle n'est pas évidente. Il y a des moyens néanmoins. D'abord, il y a des choses qui sont qu'il ne faut pas faire que par nous-mêmes, il faudra avec des partenaires. Il y a dans les territoires pas mal de gens qui accompagnent en développement, et donc c'est bien de pouvoir s'appuyer sur eux, notamment les professionnels. Puis je rencontre demain, pour vous le dire, la personne qui est en charge des missions sur les campus connectés. C'est aussi une des pistes qui peut être intéressante. Et puis il y a quand même pas mal d'acteurs sur le développement territorial qui essaient de trouver des lieux, notamment la Poste, etc., qui travaillent sur des lieux qui peuvent être des lieux dans lesquels vont venir des gens qui sont en formation professionnelle, des étudiants qui font... Et donc je pense qu'on va pouvoir trouver un peu des points de rendez-vous, parce que, ok, la distanciel peut être une manière de compenser des conférences qui se font... moi, je viens de Lyon, donc c'est hyper métropolisé. Il y a un tas de territoires qu'on oublie. On passe notre vie à ramener le propos sur les territoires. En même temps, les étudiants, ils adorent venir en métropole. Donc, c'est une double lutte, en fait, quasiment. Et donc, il faut dire, oui, on peut aussi permettre que la conférence qui fait un endroit soit projetée partout. Et puis, il faut aussi que nous déplacions nos forces sur les territoires et qu'on fasse des événements de grande qualité qui ne se passent pas à Lyon. On fait des choses en territoire. Ou si vous voulez parler de l'IoT en ce moment et les dernières tendances et comment on fait du business dans ce domaine-là, venez à Bourg-en-Bresse. Ça se fera qu'à Bourg-en-Bresse. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, tout le monde doit se déplacer. Donc, c'est une pédagogie, c'est forcément un effort constant, mais je pense qu'il n'y aura pas une grande solution, mais c'est la combinaison de partenaires, de réseaux, d'enseignement à distance, de lieux un peu emblématiques, de réseaux de dirigeants qui sont présents sur les territoires, de support. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le support des régions pour faire ça. Il faut qu'ils nous aident encore un petit peu plus, mais aussi des communes. Et en fait, c'est vraiment une cause en fait, assez globale. On le réussira si on arrive à mettre tout le monde autour de ça. Et donc, je lance un appel à projet en 2020 pour tous les pôles, dans lequel il y aura un certain nombre de critères à respecter pour pouvoir être éligible. Et parmi ces critères, c'est votre capacité à vous projeter dans les territoires distants. Et à distants, parfois, c'est quelques kilomètres en banlieue. Ce n'est pas forcément dans une ruralité. C'est parfois difficile d'accès parce qu'il n'y a rien dans cet endroit-là. Donc il y a pas mal de travail sur ce sujet. Donc forcément, il faudra qu'on se parle. Oui, je voulais juste ajouter qu'effectivement, alors on a trouvé un équilibre entre la base qui doit être un petit peu commune, et notamment s'il y a des diplômes derrière, et effectivement la capacité à se projeter. Donc, par exemple, l'ensemble des diplômes d'université que j'ai évoqués tout à l'heure sont accessibles à distance. Ce sont des formations hybrides, on peut les suivre entièrement en présentiel, entièrement en distanciel, ou ne venir qu'à certains cours, certaines conférences, ce qui peut permettre effectivement à des personnes qui habitent à 30 km de profiter un peu quand même de l'effet réseau présence, mais de suivre à distance, parce qu'elle ne pourra pas faire les 30 km tous les mardis, tous les jeudis soirs. Voilà.
Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions dans la salle, écoutez... Ah, si, il y a une question. Bon, j'arrive. Bonjour, en fait, c'est pas pour une question, c'est pour apporter un témoignage sur la question territoriale. Je suis à l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, qui est encore une commune. Et effectivement, on a une grosse action sur l'entrepreneuriat, et notamment sur les villes universitaires en région. On en a 9. Et aujourd'hui, on a 20% des étudiants entrepreneurs qui sont inscrits hors Toulouse. Et vous vous doutez qu'on n'a pas 20% des étudiants en Midi-Pyrénées qui sont inscrits hors Toulouse. Voilà. Donc effectivement, on a un réseau d'animateurs universitaires et on travaille avec les collectivités, puisqu'on a un binôme d'animateurs universitaires et collectivités qui animent chacune de ces villes, et notamment la question de... Nous, on a un pôle pépite écrin, et avec des collègues qui sont spécifiquement dédiés et qui se déplacent dans les territoires, qui informent les jeunes. Les BTS sont associés, et on bénéficie de la proximité en fait des pôles d'entrepreneurs ou d'entreprises qui sont sur chacune des villes. Et voilà, et en Midi-Pyrénées, on a su vraiment le faire. Donc voilà, je souhaitais le souligner. Et Auch et Castres, vu de Paris, c'est pas grand-chose. Pourtant... Ça existe en termes d'entrepreneuriat. En fait, c'est bien les démarches. Moi, je vais dans tous les pépites. Je ne suis pas établi à Paris, évidemment, aujourd'hui, même si je suis lyonnais. Je vais aller à Écrin notamment, et vous me donnez aussi l'information, dans mon déplacement à Écrin, de m'intéresser en particulier à votre schéma de fonctionnement. En fait, il y a des solutions partout. Il ne faut pas croire qu'on réinvente. Il y a des gens qui ont une expérience sur plein de sujets. Il faut juste qu'on la partage et qu'on montre comment ça fonctionne et qu'on l'adapte. Tous les territoires sont différents. Il y a des cultures très différentes, mais néanmoins... Voilà. Et donc ça, merci de cet éclairage pour me permettre d'y aller avec cette idée-là aussi à Toulouse. Merci beaucoup. Bon, on va vraiment rendre l'antenne. Donc, merci beaucoup. Genre, en 2020, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Les vice-présidents en charge de l'entrepreneuriat étudiant dans les universités, l'appel à projet, la semaine de l'entrepreneuriat étudiant. Donc, beaucoup de choses à voir. On sera là. À bientôt. Merci. Merci encore.